Ceci est un encart pour expliquer, j'ai une infection à cause de mon piercing et c'est pour ça que j'ai un œil un peu demi-clos. Je prends des antibiotiques, ça va mieux, pas d'inquiétude. Ah, pardon, je vous avais pas vu. J'étais en train de poster une story sur Instagram. Instagram, c'est 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Ça fait une audience énorme pour les annonceurs et les publicités. Ça fait aussi une grosse audience pour les artistes qui sont de plus en plus nombreux sur Instagram. Mais c'est quoi Instagram? Ils utilisent ça comment les artistes? Pour répondre à cette question, je vais demander à des amis de me faire des très courtes vidéos expliquant c'est quoi pour eux Instagram en tant qu'artiste. Instagram pour moi, c'est un moyen de pouvoir archiver mes pratiques artistiques, de pouvoir revenir en arrière, de voir comment elles se sont développées et où est-ce que j'en suis maintenant. C'est aussi une plateforme qui permet de vraiment pouvoir se professionnaliser dans le monde de l'art. Le problème du monde de l'art, surtout à Bruxelles, c'est que ça reste des tout petits milieux, des toutes petites communautés, et que du coup, si on veut pouvoir avoir des opportunités, le fait d'être sur ce genre de plateforme, ça aide réellement. Et c'est devenu limite incontournable. C'est pas forcément une plateforme que j'apprécie. Je pense que plus on évolue dans l'ère numérique, plus on se rend compte que c'est quelque chose qui peut être énormément impactant au niveau de la santé mentale et de la charge mentale que ça peut prendre en tant qu'artiste. Mais malheureusement, ça fait partie des choses qu'il faut pouvoir développer et travailler afin de pouvoir élargir ses horizons, connecter avec d'autres personnes, des institutions et même pouvoir juste montrer son travail un peu comme une forme de vitrine de son univers artistique. Bonjour, je m'appelle Adeline et je suis artiste. Pour moi, Instagram, c'est un lieu où on espère de créer une communauté et se trouver des opportunités. Et je trouve ça dommage parce que ça nous met souvent dans des états de comparaison dans nos pratiques artistiques, mais aussi dans nos personnalités parce que maintenant les deux sont reliés. Bonjour, je suis artiste et pour moi Instagram c'est une sorte de plateforme de blogging plutôt décevante au final parce qu'elle n'a pas l'étoffe d'un Skyblog, mais j'avoue que je l'utilise surtout comme une prolongation de ce qu'étaient les blogs pour moi, et donc je l'utilise vraiment comme une sorte de mood board permanent qui mélange à la fois mon travail et des images trouvées sur Instagram ou sur d'autres ou sur TikTok. Mais j'avoue que j'ai vraiment du mal à utiliser Instagram comme une vitrine pour mon travail. Donc je l'utilise surtout pour relationner et chercher une interaction en fait. Donc pour moi, Instagram, en tant qu'artiste, c'est à la fois une vitrine et un outil de communication. Ça remplace un peu tout, le site, le portfolio, et même en vrai les mails parfois. Mais le problème, c'est que les abonnés deviennent une sorte de mesure de valeur, ce qui peut être un peu dur à vivre. On partage nos pratiques et on centralise nos projets, mais on est aussi très exposé au regard des autres, à ce qui marche ou pas. Et parfois, on finit par adapter ce qu'on fait juste pour être vu ou juste genre pour faire plaisir à l'algorithme. Et ça donne un peu le sentiment de se trahir. C'est un vrai travail de marketing et ça peut être épuisant. Mais malgré tout, c'est un super moyen de rencontrer d'autres artistes et de créer des connexions et de faire exister nos projets. Voilà. Ok, maintenant qu'on voit mieux de quoi on parle, on peut rentrer dans le sujet. Depuis une quinzaine d'années, Instagram s'est installé comme un acteur principal du milieu de l'art visuel. Ce qui était un réseau social destiné au partage d'images personnelles est devenu pour toute une génération d'artistes un lieu incontournable de visibilité, de circulation symbolique et de reconnaissance professionnelle. En soi, un dispositif de légitimation culturelle. Il ne s'agit plus simplement d'un outil de diffusion comme les autres, mais d'un environnement structurant. Un écosystème dans lequel les artistes évoluent, négocient leur existence publique et construisent leur carrière. À la différence des lieux d'exposition traditionnels, galeries, musées, Instagram est à la fois global, permanent et massivement fréquenté. Il est devenu, pour reprendre les termes de la théorie critique, un milieu total. Un espace dans lequel frontières entre création, autopromotion, performance de soi et marché sont brouillées, confondues, voire rendues indissociables. Dans ce contexte, il ne faut plus voir Instagram comme un miroir de la scène artistique ou comme un outil neutre de mise en relation. Il faut plutôt le voir comme un opérateur actif de transformation des pratiques artistiques. La plateforme ne fait pas que montrer l'art, elle oriente, filtre, hiérarchise, prescrit selon des logiques d'optimisation numérique, de valorisation des affects et d'engagement numérique.
ce qui devient visible, partageable, engageant et progressivement redéfini par les paramètres d'un système dont l'objectif n'est pas esthétique mais économique. Capter l'attention, prolonger la présence, maximiser l'interaction. Instagram produit des formes non au sens traditionnel de la production d'objets artistiques, mais en tant qu'il impose des régimes d'apparition, des formats de lisibilité, des manières d'être artiste. Il agit en tant que condition de possibilité de certaines pratiques visuelles contemporaines, tout en rendant d'autres marginales, inaccessibles, voire invisibles. Ok, stop. On va se prendre 2 secondes pour s'expliquer c'est quoi la notion de condition de possibilité. Chez Foucault, ça désigne l'ensemble des éléments, que ce soit normes, discours, techniques, institutions, imaginaires, qui doivent être réunis pour qu'un phénomène puisse exister ou être pensé. Il ne s'agit pas d'une cause unique, mais d'un réseau de facteurs qui composent l'arrière-plan invisible de toutes nos pratiques. On va prendre un exemple concret. Un artiste crée par exemple une vidéo de 30 secondes pensée pour être vue verticalement avec un rythme rapide et une narration implicite qui capte l'attention dans les 3 premières secondes, donc format qu'on voit beaucoup sur Instagram ou les réseaux. Et donc dans cet exemple, le format il existe pas seulement parce que l'artiste choisit de le faire, mais c'est directement conditionné par des contraintes techniques de Instagram, la durée, le format vertical, l'algorithme, des choses comme ça. Aussi, la visibilité, ça dépend des hashtags ou de l'engagement qui est mesuré par des likes et des commentaires, donc propre à ces formats de réseaux sociaux. Et la temporalité, elle est dictée par un flux continu qui exige une présence régulière. Donc dans ça, Instagram, il ne se contente pas d'héberger l'art. Il configure les régimes d'apparition, donc ce qu'on voit dans le feed, les formats de lisibilité, ce qu'on peut comprendre ou ce qui est engageant pour un public qui est connecté, et les manières d'être artiste, donc la production continue, de l'automédiation ou encore l'hybridation entre la vie personnelle et la pratique artistique. Ok, maintenant qu'on a ça en tête, retour à la vidéo. Considérer Instagram comme un dispositif esthétique et politique plutôt que comme un support, ça permet de se poser plusieurs questions. Que devient la pratique artistique lorsque sa visibilité dépend d'une logique algorithmique opaque et capitaliste ? Comment la figure de l'artiste se transforme-t-elle dans ce contexte de performance constante, d'auto-exposition continue, de production d'une identité créative vendable ? Quelles sont les nouvelles formes de reconnaissance, de légitimation et de carrière induites par la logique des plateformes ? Instagram, c'est pas un simple espace de diffusion libre et horizontal. C'est un dispositif technologique qui se contente pas de diffuser les contenus des usagers, mais qui les trie, qui les hiérarchise. En fait, Instagram, il agit comme un agent actif de production culturelle. Et à ce titre, il doit être traité comme un dispositif esthétique avec une logique propre. Et loin d'être neutre, cet algorithme d'Instagram, il agit comme un curateur automatisé, façonnant insidieusement les formes de visibilité, de légitimité et d'esthétisation contemporaine. L'algorithme d'Instagram, il repose sur des paramètres qui sont opaques et qui changent tout le temps. Du coup, ils sont difficilement maîtrisables par les utilisateurs. Même si les grandes lignes, elles restent connues, ça va être l'engagement, la fréquence des publications, le format du contenu, le taux de rétention ou encore l'interaction. Leur fonctionnement et leur combinaison exacte, elles échappent à toute transparence. Cette opacité, elle dissimule un mode de prescription algorithmique qui favorise certains types de contenus au détriment d'autres. Les images lisibles immédiatement, avec des couleurs saturées, un cadrage centré et un contraste élevé, avec une narration explicite, elles sont surreprésentées. Et à l'inverse, les formes d'expression plus complexes, qui sont plus lentes ou plus ambiguës à comprendre, elles sont désavantagées. Cette hiérarchisation algorithmique, elle s'apparente à ce que Bourdieu aurait pu nommer la violence symbolique technologique, une forme d'imposition invisible de normes culturelles, à travers des mécanismes non délibérés. L'esthétique instagrammable, c'est le produit de cette pression structurelle. Ça va être une belle luminosité, une absence d'un contenu politique explicite par exemple, un format, donc maintenant le format vertical plutôt, un truc facilement partageable avec une lisibilité qui est immédiate. Et ça, c'est autant de critères qui désormais sont intériorisés par tous les artistes qui veulent percer sur Insta ou même juste exister en fait. Ce filtrage de l'algorithme, c'est pas seulement un effet secondaire, mais en fait c'est un cadre structurant pour la création. Ça veut dire que l'artiste qui utilise Instagram comme principal canal de diffusion, même canal de production, il est contraint d'anticiper les exigences implicites de la plateforme. Comme dirait McLuhan, Medium is the message. L'œuvre, elle est pensée avec et pour Instagram. Elle adapte sa temporalité, son format, son iconographie, voire même son propos. Dans ce contexte, l'algorithme, il agit comme une espèce de forme contemporaine du mécène, qui, au lieu d'imposer une vision du monde par l'argent ou la censure explicite, module silencieusement l'attention. Ce mécénat algorithmique,
toujours entre grosses guillemets, il privilégie les contenus qui suscitent une réaction rapide, qui prolongent la durée d'utilisation d'Instagram et qui génèrent de l'interaction, donc de l'argent pour la plateforme. Du coup, les artistes, ils sont incités à produire non pas ce qu'ils jugent pertinent sur le plan esthétique ou politique, mais ce qui est compatible avec le régime intentionnel imposé par Instagram. Le résultat de ce processus, c'est une homogénéisation des pratiques visuelles, une esthétique claire, épurée, séduisante et peu bavarde, qui épouse parfaitement les exigences de l'économie de l'attention. L'économie de l'attention, c'est quand le temps d'attention, ça devient la ressource principale en gros. C'est chaque seconde d'attention peut être transformée en argent via la publicité ou la collecte de données, donc Instagram. Et l'esthétique visuelle d'Instagram, elle épouse aussi les exigences du capitalisme cognitif. Donc le capitalisme cognitif, c'est une phase du capitalisme où la richesse, elle provient surtout de l'exploitation des savoirs, des données et des relations sociales qui sont captées et monétisées par des acteurs qui contrôlent les infrastructures numériques, qui est Meta par exemple. Si on veut aller plus loin, cette homogénéisation, elle peut être perçue comme une forme plus subtile de néocolonialisme visuel. Elle impose une norme globale fondée sur des critères techniques et commerciaux définis par une entreprise privée de la Silicon Valley. Donc des artistes issus de cultures visuelles radicalement différentes, ils doivent composer avec un standard imagé dicté par des logiques occidentales. Le local, le lent, le minoritaire ou le dissident, ils ont du mal à trouver leur place dedans. Sauf si absorbés, reformulés et vidés de toute portée critique, pour devenir des exotismes compatibles avec l'algorithme. Instagram, c'est pas un espace neutre d'exposition, c'est un opérateur actif de valeurs symboliques, économiques et esthétiques. Il produit un effet de naturalisation. Tout ce qui est le plus vu devient ce qui a le plus de valeur, et tout ce qui a le plus de valeur, ça devient ce qui est le produit. Cette boucle auto-validante, voire liker et produire, c'est la matrice d'Instagram. Et ça façonne silencieusement la création des artistes contemporains sur Insta. Et même dans la vraie vie, en fait, parce que ça influence. Par exemple, même les expositions physiques, elles s'adaptent à cette logique. Là, on peut voir de plus en plus des accrochages qui sont pensés pour être photographiés et mis sur Instagram. Ou même les œuvres un peu moments instagrammables dans les galeries, souvent. Et ça découle de cette matrice d'Instagram. Et le changement majeur qu'introduit Instagram dans le parcours des artistes contemporains, ça se limite pas à une transformation esthétique induite par l'algorithme. Ça modifie profondément la temporalité même de la production et de la présentation artistique. Quand traditionnellement, la temporalité de l'art, elle existait par des événements ponctuels, des vernissages, des expos, Instagram, ça instaure une temporalité continue, fluide, sans repos. Et cette nouvelle temporalité, qu'on peut qualifier de vernissage constant, ça impose une réorganisation radicale du rapport de l'artiste à son travail, à son public ou à lui-même. Historiquement, le vernissage d'une exposition constitue un rituel social et symbolique majeur, marquant un moment de reconnaissance collective, un point d'ancrage temporel et spatial. Il s'agit d'un événement limité dans le temps, entouré d'une mise en scène cérémoniale, d'un protocole de présentation et d'une audience concentrée. Ce cadre ritualisé contribue à conférer à l'œuvre et à l'artiste un statut. Instagram désarticule cette temporalité rituelle. Chaque publication, chaque story, chaque interaction devient une micro-exposition. Un instantané de la vie artistique, mis en scène et offert à la consommation. Le vernissage n'est plus ponctuel, il est fractionné en une succession infinie de moments d'exposition. Le feed d'Instagram devient une galerie permanente, actualisée en continu. Cette saturation temporelle engendre un état de vigilance permanent. L'artiste doit être continuellement actif sous peine de disparaître de l'attention collective. Le silence, la pause ne sont plus tolérés sans risque de perte de visibilité. Cette exigence incessante brouille la frontière entre production et diffusion. Dans ce régime temporel, la figure de l'artiste se transforme profondément. Elle se rapproche davantage de celle du performeur, voire de l'influenceur. L'artiste ne produit plus seulement des œuvres, il produit aussi une image de soi, un récit, une présence publique à entretenir et à renouveler. Cette performance de soi se manifeste par la publication régulière de contenus témoignant non seulement des œuvres achevées, mais aussi des coulisses, des processus de création, des essais, des échecs et des états d'esprit. Cette mise en scène de soi est doublement nécessaire. D'une part, elle nourrit l'algorithme qui valorise la fréquence et l'engagement. D'autre part, elle construit un lien affectif avec les abonnés. Transformant le public en communauté active, l'artiste devient ainsi à la fois producteur, communicateur et médiateur d'un espace social virtuel. Cette esthétisation de la vie privée s'inscrit dans une dynamique plus large d'hybridation entre vie professionnelle et vie personnelle, déjà existante dans d'autres milieux. Sur Instagram, cette hybridation est exacerbée. La vie d'artiste et la vie privée se confondent, et la frontière entre authenticité et persona se brouille. Le travail de création,
traditionnellement rythmé par des phrases de retrait, de contemplation et d'expérimentation silencieuse, se trouve soumis à une accélération constante. Cette dynamique modifie en profondeur les rapports sociaux au sein du champ artistique. Les liens se tissent désormais dans un espace numérique où la performance affective et la gestion de la visibilité deviennent des compétences clés, souvent plus valorisées que la qualité formelle ou conceptuelle des œuvres. Cette évolution suscite des résistances et des stratégies de contournement, mais aussi une redéfinition des modes de sociabilité artistique. La transformation des pratiques artistiques à l'ère d'Instagram, ça se limite pas à la forme ou à la temporalité. Ça touche au cœur même de la construction sociale de la légitimité artistique et des modes de reconnaissance. Historiquement, la reconnaissance d'un artiste reposait sur un réseau institutionnel relativement clair. Galeries, critiques, musées, collectionneurs formaient un écosystème dont le rôle était de valider, d'évaluer et de promouvoir les œuvres. Ce système, avec tous les biais et les inégalités qu'il comporte, offrait un cadre symbolique fondé sur des critères esthétiques, historiques et politiques. Instagram, en offrant un accès direct au public, a d'abord été perçu comme un outil d'émancipation. Il permet à des artistes, en dehors des circuits classiques, de se faire connaître sans passer par les intermédiaires traditionnels. Cette capacité à s'adresser directement à une audience mondiale représente une rupture majeure. Elle ouvre la voie à une démocratisation potentielle de la reconnaissance. La plateforme peut apparaître comme un espace d'autonomie nouvelle, où la légitimité ne dépend plus exclusivement des institutions, mais d'une relation directe avec une communauté d'abonnés. Le rapport de force se déplace, conférant une visibilité inédite à des voix moins privilégiées, et en redessinant les contours du champ artistique contemporain. Toutefois, cette autonomie apparente est rapidement relativisée par la nature même des indicateurs de reconnaissance sur Instagram. Instagram repose sur des métriques numériques ostensibles. Nombre d'abonnés, de likes, de commentaires, de partages, taux d'engagement. Ces chiffres deviennent des nouveaux signifiants de la valeur sociale. Cette quantification de la légitimité crée une nouvelle forme de capital symbolique, mesurable et transmissible, mais assez artificielle. Le nombre d'abonnés peut être gonflé, les interactions achetées, autant de pratiques qui brouillent les frontières entre reconnaissance authentique et simple visibilité artificielle. Les artistes sont donc amenés à devenir des entrepreneurs de leur propre image qui doivent gérer leur identité propre et reconnaissable, comme une entreprise avec son marketing ou ses campagnes. Les institutions culturelles ne restent sûrement pas insensibles à ces dynamiques. Je pense que les conservateurs, les galeristes ou les commissaires regardent les chiffres d'Instagram comme des indicateurs de popularité, de réseau et potentiellement de marché. Ces données numériques, bien que discutables sur le plan esthétique, influencent désormais les processus de sélection et de légitimation. Cette évolution engendre une hybridation inédite entre les sphères numériques et institutionnelles. L'art est non seulement produit et consommé sur Instagram, mais sa légitimation peut aussi dépendre de cette visibilité numérique. Le poids des métriques numériques modifie ainsi les conditions d'accès à la reconnaissance. Ce changement peut accentuer les inégalités. Les artistes les plus aguerris au code numérique, disposant de réseaux déjà installés ou de ressources pour investir dans leur communication, ont un avantage significatif. En revanche, les artistes moins visibles, ceux qui travaillent dans des formes moins adaptées au format Insta ou au partage viral, peuvent voir leur carrière freinée. Les inégalités pré-Instagram se font peau neuve. Ça montre des changements plus larges du champ artistique à l'ère numérique. Les anciennes frontières se déplacent et les modes de validation se multiplient, parfois en concurrence. Le cas d'Instagram, ça illustre aussi une recomposition des normes culturelles, où la visibilité, la performativité et la quantification jouent un rôle central dans la définition des carrières artistiques. Au-delà des transformations qu'on a déjà vues, que ce soit formelles, temporelles ou sociales, se pose une question éthique, celle du cadre politique et économique dans lequel s'inscrit la création artistique sur Instagram. Instagram appartient à Meta, anciennement Facebook, entreprise dirigée et fondée par Mark Zuckerberg. Ce dernier incarne une figure importante du capitalisme numérique libertarien, caractérisé par un évitement fiscal systémique, un refus marqué de la régulation étatique, une vision marchande et ultralibérale de la société, ainsi qu'une proximité assumée avec les milieux conservateurs, voire d'extrême droite. Cette affiliation n'est pas anecdotique, mais elle conditionne profondément les enjeux moraux liés à l'usage de la plateforme. La plateforme Instagram, à travers sa conception même, fondée sur l'extraction massive de données personnelles, la maximisation des revenus publicitaires et la captation de l'attention, incarne cette logique capitaliste. Elle transforme les interactions humaines en capital informationnel, monétisable et exploitable. La finalité de cette architecture, c'est la rente publicitaire, le contrôle des flux d'informations et la domination du marché numérique. Plusieurs enquêtes et même de simples analyses ont révélé que Zuckerberg et Meta ont souvent été critiqués pour leur gestion complaisante, voire leur soutien implicite à des discours et groupes
porteurs d'idéologies masculinistes, anti-LGBT, groupes d'extrême droite. Et ça se manifeste notamment par des failles dans la modération des contenus, où des groupes de haine, misogynes, homophobes, des suprémacistes, tout ce que vous voulez, ils trouvent un terrain favorable sur les plateformes de Meta. Il y a eu des révélations internes et des enquêtes qui ont montré que Meta, sous la direction de Zuckerberg, a refusé de prendre des mesures fermes contre ces discours, et en invoquant la liberté d'expression ou des considérations commerciales. Et cette complaisance, ça permet la circulation et la visibilité de violences symboliques. Ce contexte, ça rend la situation d'autant plus complexe pour les artistes engagés, qui s'opposent justement à ces idéologies d'exclusion sociale. Les travaux antiracistes, féministes ou queer s'inscrivent en rupture avec ces logiques, mais doivent se diffuser dans un environnement qui facilite les discours contraires à leurs valeurs. Le paradoxe s'amplifie, Instagram est à la fois un espace privilégié pour la visibilité et l'expression des luttes sociales, et en même temps un terrain où des forces conservatrices et réactionnaires cohabitent. Mais avec tout ça, même, on se heurte à une réalité concrète. Instagram, ça reste un canal de visibilité incontournable pour beaucoup d'artistes. La nécessité d'être vu, reconnu ou de toucher un public suffisant pour vivre de leur travail, ça crée une tension entre usage et rejet. Ils sont pris dans un piège éthique où il faut composer avec la plateforme tout en résistant à ses fondements. Ok, maintenant qu'on est un peu plus acclimaté avec le sujet, on va pouvoir passer à la suite. Pour cette vidéo, j'ai pas juste fait de la recherche, je voulais aussi en profiter pour demander à des artistes c'était quoi leur rapport avec Instagram et pouvoir poser un peu toutes les questions que je voulais. J'ai choisi 3 artistes avec ces critères de sélection. Fallait que ça soit des gens qui aient encore une pratique actuelle de l'art, qu'ils aient déjà participé à une expo collective ou eu leur propre expo, et bien sûr qu'ils soient présents et actifs sur Instagram. C'est bon, ça enregistre normalement. Ok, alors je m'appelle Eugénie Zélie, je suis artiste. Je suis artiste et autrice, enfin je suis surtout autrice. En tout cas, il y a un moment, j'ai décidé d'orienter vraiment comment je faisais mon travail plastique sur des questions de texte. Cependant, j'ai vraiment une double pratique, j'ai vraiment une pratique multimédia qui est axée autant sur la vidéo que sur l'image que sur le texte. J'ai publié un roman qui s'appelle Une amertume fortune aux éditions Burnout en 2022. Je dirige la revue C'est les vacances. Qui a le 3e numéro va sortir là en été. J'ai eu le prix Pierre Giquel de la critique d'art en 2023. Là, je suis en train de travailler sur 2 romans. Je viens de sortir un film qui s'appelle Who Am I, What Happened, que j'ai tourné aux États-Unis en automne. Voilà. Bonjour, je m'appelle Ash Perrier, je suis étudiant à l'ERG. Je termine un master en pratique située ma pratique artistique, elle tend plus vers l'installation et la performance. Et depuis 1 an, ces recherches-là, elles s'ancrent dans des terrains de recherche que je fais et dont la thématique principale, disons, ça va être de l'ordre de l'écologie affective. Et sinon, ça fait, disons, 3 ans que j'ai commencé à faire des appels à projets et des résidences et des expos ou des moments de performance en dehors de l'école et du coup au sein de différentes institutions en Europe, principalement en France. Je m'appelle Imran présente sur les réseaux, sur Insta, TikTok, Twitter, même si j'y vais pas trop parce que c'est un peu terrifiant. Mais je fais plusieurs types de production, collage, peinture, vidéo, radio, talk. Et ouais, Internet, c'est un peu le terrain de jeu. C'est un peu indissociable, mais c'est vrai que c'est pour ça que je disais, je trouve que c'est un peu un privilège de pas être sur les réseaux, c'est qu'il y a tellement d'opportunités, même en tant que créatif, tu vois, et je vois les gens même un peu qui étaient dans ma promo, genre de trucs, parce que vas-y, moi j'ai 27 ans, tu vois, donc je vois les gens de mes promos qui sont un peu en mode, j'ai un peu du mal à poster mon taf sur Insta, des trucs comme ça, j'aime pas, c'est pas mon délire et tout, je suis un peu en mode, guys, en fait, genre, vous avez pas trop le choix. Oui, En fait, c'est ça le truc. ouais. C'est que là, vous refusez genre 80% de... En fait, c'est comme si se passait une fête, t'as envie de faire la fête, mais que tu restes à côté et que tu regardes la fête, tu veux pas rentrer dedans, tu vois. T'es obligé de rentrer dedans, en fait. Après, est-ce que Instagram est pas en train de mourir, en vrai? Parce que l'algorithme d'Insta, elle est nulle, en fait. Mais du coup, c'est intéressant. Moi, je pense que, en vrai, même là, les institutions qui se chauffent à être sur TikTok, tu vois la Bourse du Commerce ou Palais Tokyo, qui fait des TikTok, t'es un peu en mode, Ouais. ok, donc tu sens que tout est un peu en train de se diluer, donc si on mélanger les deux. Je pense que le statut en mode artiste institutionnel, il est un peu vieillissant là. Il y a une sorte de privilège à pas devoir être sur Internet. Hein. Moi, je dois tout à Internet. J'ai Ouais. vendu des exemplaires de Une amertume fortune parce que j'étais sur Internet. Enfin, je veux dire, clairement, les gens connaissent mon travail parce que je suis sur Internet. Ils ne connaissent pas mon travail parce que je suis institutionnelle. Non, Même mes invitations en institution ne sont que le fruit de ma Ouais, présence c'est sur ça. Internet. Là, la Fondation Ricard, c'est parce que la meuf a vu ma story. En fait, il s'avère qu'on est devenues copines.
Enfin, je sais pas, on a trop accroché, mais c'est parce qu'elle a mis une story, c'est pas parce que je sais pas quoi. Un autre truc que je vais faire à Bruxelles, c'est pareil, c'est le fruit d'une story que j'ai mis. Thune amertume fortune, oui, je pense que c'est vendu parce que j'avais déjà une communauté sur Instagram qui était un peu sensible à ce que je racontais, et du coup, les gens sont allés acheter le livre. La revue, les gens envoient des textes à cette revue. Ouais, Pareil, grâce à un réseau. moi, je dois tout à la commu de l'alphabet et à Internet. Merci la De commu. l'alphabet sur Internet. C'est un comble, mais c'est trop vrai. Je suis soutenue et lue par essentiellement des personnes queer et des personnes queer plutôt populaires et plutôt présentes en ligne. Il y ait quand même les mêmes logiques hostiles de difficulté d'accès et d'opportunité sur Instagram que dans la vie chair et os, quoi. C'est juste que ça va être peut-être des critères qui vont différer. Peut-être que dans le parcours chair et os, si tu veux entrer dans des opportunités du monde de l'art et être dans ton self-made, mais en dehors des réseaux, j'ai l'impression qu'une bonne carte à avoir dans sa poche, c'est de, par exemple, savoir bien parler de ton travail, avoir la tchatch, pouvoir aller vers les gens en chair et en os et leur parler à des expos, etc. et faire du networking en présentiel. Et ça, c'est pas quelque chose qui est évident et c'est pas quelque chose dans lequel tout le monde est à l'aise. Et ça, par exemple, j'ai l'impression que cet élément-là, ce critère-là, sur les réseaux sociaux, il est peut-être un peu moins important parce que ce qui va être plus important, par contre, c'est le côté vif et attrapeur du contenu que tu vas pouvoir proposer ou des critères comme le nombre de likes ou le nombre de followers que tu as. En fait, pour moi, c'est juste des critères qui sont différents, mais je vois pas trop en quoi c'est tellement plus émancipateur et en quoi c'est infiniment plus accessible. Moi, je trouve que y a l'accessibilité matérielle du fait que Instagram ou des réseaux vont être à portée de téléphone. Donc là, direct, il n'y a plus la notion de devoir se déplacer. Il n'y a plus la notion aussi de tout ce qui va être code d'apparence, etc. Enfin, tu vois, Instagram c'est un petit peu cette propagande de American Dream 2.0 version Internet et version réseaux sociaux. Enfin, le côté self-made. Alors oui, d'une certaine manière, Instagram et les réseaux sociaux peuvent être des outils intéressants à se réapproprier et qui sont plus accessibles clairement que les sphères élitistes du monde de l'art qui, si t'as pas été dans une école d'art avant, si t'as pas eu les moyens et le privilège de pouvoir être dans une école d'art avant, si t'as pas les moyens ou les privilèges de te retrouver dans des systèmes de galeries ou des systèmes d'exposition, etc. En effet, les réseaux sociaux, ça pour le coup, c'est beaucoup plus accessible que ces deux choses-là. En même temps, moi, dès que... en fait, je crois pas trop aux promesses. Je sais pas. Moi, ça sonne un peu comme un espèce d'American Dream 2.0. Après, ça peut fonctionner pour des personnes, je pense. À chaque fois. Moi, je pense que c'est possible d'exister sans les institutions, parce que je pense que de toute façon, la culture, elle se fait plus dans les institutions. Enfin, je veux dire, c'est pas... j'arrête pas de dire Palais Tokyo, mais c'est le premier truc qui me vient en tête, en fait. Genre, les pauvres, ils ont l'air très sympas, en plus, genre, vraiment, c'est un bon espace. Mais juste, la culture se crée plus dans les institutions. On sait très bien que la culture dominante, maintenant, elle est sur Internet. Donc, en fait, si tu veux créer de la culture et même parler de sujets contemporains, poser des questions sur qui on est nous en tant que société aujourd'hui, t'es obligé de passer par Internet en fait. Et genre, ne pas être sur Internet, c'est quand même fermer les yeux sur 80% de notre identité en tant qu'espèce. Donc oui, je pense qu'on peut exister sans institutions, mais je pense que on est vraiment au début. Et aussi parce que les institutions ont la thune, on va pas se mentir. Oui. Et mais je pense qu'il y avait un peu cette poudre aux yeux de tous ces grands musées, ces galeries, ces curateurs et tout qui essayent un peu de nous faire croire que les artistes peuvent pas exister sans eux. Je pense que si, quand même. Donc ouais, je pense qu'il n'y a pas besoin d'eux, en fait. À part pour la thune. À part pour la thune, ouais. Et puis, en vrai, je crache un peu sur les... Enfin, je crache pas, mais voilà, quoi, sur les institutions, mais je trouve ça quand même important mais c'est même pas consommer, c'est horrible comme mot, mais en tout cas, d'expérimenter de l'art dans un espace, évidemment, que j'ai pas envie de juste regarder des œuvres d'art sur mon écran, j'ai envie d'être dans un espace et de l'appréhender comme ça. Donc, peut-être que de ce point de vue-là, oui, les institutions sont un peu importantes, mais... je pense que aussi les gens deviennent un peu plus politiques et se rendent compte aussi des systèmes de domination de toutes ces institutions et à quel point certaines sont un peu problématiques. Je pense qu'il y a une espèce de génération très politisée aussi qui se rend compte. Mais après, je trouve qu'il y a un peu ce truc parce que là, je suis vraiment en mode vive Internet, c'est trop bien et tout.
En vrai, je pense que peut-être juste le revers de la médaille, c'est ce truc de pas tant expérimenter, mais de consommer l'art et de juste, en fait, de liker, de rester genre 5 secondes sur un écran qui fait genre 10 centimètres, tu vois. Je pense que c'est un peu juste le revers de la médaille de est-ce qu'on n'est pas juste en train de consommer et est-ce que du coup, on n'est pas en train de faire de l'art du contenu. Je pense que c'est vraiment juste le seul gros point négatif. Je pense qu'il y a une espèce d'obligation que tout le monde est un peu en mode il faut qu'on soit présent sur Insta, en vrai, on n'a pas trop le choix. Mais en fait, c'est devenu tellement LinkedIn que genre les gens sont là pour être vraiment présents, être représentés, montrer leur taf. Mais je pense qu'il faut vraiment d'autres entrées de consommer du contenu. C'est pour ça que moi j'aime trop YouTube, c'est qu'en fait, oui, je poste des trucs sur Insta, mais en fait, 80% de ce que je fais, c'est sur TikTok ou YouTube. Et en fait, Insta, c'est juste un autre endroit. Je suis pas trop sur Insta en vrai, hein. Honnêtement, pour avoir un peu exposé, même à Paris, tu vois, souvent il y a un truc un peu c'est un peu un milieu un peu fermé, un peu élitiste. Tu sais que genre les gens ils vont dans un vernissage pour genre gratter une bière, voir des gens et c'est un événement social. Au final, en fait, je pense qu'il y a genre 15 fois plus de personnes qui vont voir ton travail sur Insta après qu'en fait sur le moment. Donc la question de est-ce que j'expose en me projetant déjà dans l'après de comment mon œuvre va exister, ben, en vrai, elle est légitime, mais c'est vrai que du coup, c'est un peu déprimant de se dire que de comment on réfléchit l'art dans l'espace, en fait, c'est une question qui est déjà vieillotte, genre, qui est même pas, qui est presque, on passe à côté, on pense déjà après, quoi. Et sur la littérature sur Instagram, moi j'ai des trucs dans mes meilleurs passages de texte où j'ai 10 likes et des trucs où la littérature elle est beaucoup moins merdique où je me retrouve avec 200 likes. Hmm. Les gens ont tort, que dire. Enfin, je veux dire, moi vraiment, je me dis juste, ok, c'est cool, je vois ce que les gens aiment, je comprends, je comprends pourquoi ils aiment et je comprends à quels endroits je peux faire popper ces trucs-là. Genre, ça m'informe, mais ça n'influence pas mon travail parce que t'as quand même un curseur d'exigence. Moi, j'ai une ambition littéraire, tu vois, Ouais, juste poster je vais des pas aller à un le mien là. endroit parce que c'est un endroit qui est sur Instagram machin parce que je sais par ailleurs que quand les gens lisent mes livres, en fait, c'est les passages qu'ils ne likent pas qu'ils aiment dans les livres. Enfin, tu vois, il y a quand même un truc aussi comme ça. J'allais dire, les gens sur Instagram, sur TikTok, c'est comme les mecs quand tu les dates. Tu vois, en fait, ils savent pas ce qu'ils veulent, faut leur montrer. La légitimation de quelque chose qui... Bon, il y a un milliard, il faudrait définir ce que c'est que l'art, il faudrait définir... Et ça, il n'y a que chaque individu qui pourra définir ce que est son art et sa pratique. Mais moi, la façon dont j'essaie d'en parler, c'est juste de dire que j'essaie de produire des affects et des percepts. Pas essayer de faire beaucoup mieux que ça, de toute manière. Donc, j'essaie de faire ça. Et en fait, le fait que je montre ça via un format qui est déjà lissé, qui est cadré par Instagram et qui va être légitimé, validé, valorisé par des statistiques, ça pose quand même sérieusement des questions. Parce que du coup, pour moi, ça renvoie du coup à Anna Tsing, et tout ce qui est, quand elle parle dans le livre Le champignon de la fin du monde, elle parle de la scalabilité. Ça vient d'un mot anglais qui est scalable, donc traduction qui est mesurable, et comme quoi, bon, c'est complètement un autre contexte, hein, elle parle pas du tout des réseaux sociaux. L'idée qui est traduite, que je comprends de scalabilité quand Anna Tsing en parle, c'est le fait que ce qui est mesurable a de la valeur, que ce qui est mesurable, du coup, on attribue de la valeur. Et en fait, il y a tellement de choses qui sont absolument immesurables et qui pourtant sont pour moi un peu la niche de ce qui me touche, c'est un peu la niche des affects. Du coup, le fait que Instagram, ça coupe court à ça, là, c'est quand même une altération assez radicale de la valeur de quelque chose. C'est un petit peu pour moi effrayant le fait que ce qui va avoir de la valeur va être ce qui est mesurable et que du coup la valeur, on revient à des chiffres et des statistiques. Parce que pour moi, intrinsèquement, c'est pas ça qui a de la valeur, quoi. Mais c'est ce que Instagram permet. Enfin, montre. Le fait de montrer le processus artistique, il y a aussi le fait que du coup, un produit fini qui peut être montré dans un lieu d'exposition, enfin, ça sort pas de nulle part, quoi. Ouais. Et en fait, avoir Instagram, ça embarque un petit peu les gens Mais ça casse la distance un l'aventure. peu, hein. Ça casse un peu la distance, et puis ça, pour moi, ça peut jouer un rôle de... Enfin, ça n'est pas cheveux dans la soupe quand on arrive et qu'on voit un produit fini, tout fait, tout nickel. Enfin, pour moi, le fait de pouvoir montrer un processus de recherche ou un processus artistique sur Instagram en temps réel,
réel de jour en jour, etc., ça casse un petit peu le côté artiste, créateur, inspiration qui vient de nulle part et en fait, pouf, arrive avec une œuvre finie comme ça, fram, tu vois. Bah en fait, non. Enfin, Insta, c'est quand même un moyen qui peut montrer un petit peu des processus. Et puis, ben oui, moi, j'ai déjà eu des interactions après par message de personnes qui me disaient ah, c'est rigolo, enfin, j'avais vu quand tu étais en Australie en train de faire ça. Ah, maintenant, ça donne ça. Ah ouais, je me rappelle quand il y avait ça. Donc, Ça ancre en dans fait, le les réel, en gens. fait. Oui, c'est ça, ça entre un peu plus dans le réel et ça permet un peu de casser ce truc. En fait, ça permet de contextualiser d'une certaine manière parce qu'on peut contextualiser en temps, en heure, en visuel, en espace. Donc, ça permet de contextualiser et du coup, ça peut être peut-être un atout et sortir de ce truc de pouf, c'est fini. Enfin, je sais pas. Ça, les gens se séparent pas. C'est un cauchemar et j'en ai marre. Non, en fait, on peut pas dire qu'on en a marre quand on se met en scène que les gens assimilent les deux. Ouais. Mais moi, je trouve que des fois, ça prend des proportions pas possibles. Tu vois, t'as envie de dire, bon, vas-y, croyez pas tout ce que vous lisez, croyez pas tout. Enfin, je veux dire, j'ai une intimité. Je raconte vraiment pas tout. La façon dont je le raconte n'a rien à voir avec la façon dont je le vis. Tout ce que je raconte, c'est toujours parce que ça a un intérêt un peu en mode pour le plot, genre il y a un intérêt de storytelling. Des fois ça prend, des fois ça prend pas. Des fois je teste des trucs et tout. Donc comment je sépare? Bah moi je sépare très facilement dans ma tête. Juste des fois les gens ils me parlent et je me dis oula, cette personne a l'impression de me connaître. Moi, j'ai un rapport avec les réseaux très décomplexé dans le sens où ça me dérange pas de m'exposer. Genre, j'ai jamais eu trop de problèmes à m'exposer. Et pour moi, c'est un peu genre théâtre. C'est vraiment théâtre vibe. En fait, c'est vraiment genre, il y a genre moi et il y a genre ce que je monte sur les réseaux. Et ça, Ouais, ouais. enfin, pour moi, c'est le truc le plus Storytelling, drôle du monde. Genre, c'est trop bien. T'as l'impression de jouer aux Sims. En vrai, je pense que c'est le meilleur truc sur les réseaux pour moi. Ouais. Genre, vraiment, un peu de créer un espèce de persona, mais qui est quand même proche De quitter vraiment, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, c'est un bon moyen de trouver son public ou genre des gens qui vont connecter avec ce que tu fais ou qui tu es. Donc, en vrai, c'est hyper central, hein, les réseaux. Enfin, je comprends. Je vois pas. C'est hyper. Genre, mec, vraiment, sur tous les réseaux, tout le temps, chroniquement en ligne et tout, qui va dire ça. Mais vraiment, je comprends pas comment on ne peut pas avoir des réseaux, en fait. Genre, typiquement, je trouve que c'est vraiment un privilège, en vrai, de pas avoir de réseau. De se permettre de pas avoir de réseau, c'est un peu un Oui, j'en privilège, partage, quoi. ouais. Après, je parle vraiment dans le contexte genre de gens à la limite genre créatifs, tu Ouais. vois. En vrai, honnêtement, c'est vraiment des questions que je me pose genre là maintenant, tu vois. Genre littéralement, enfin, genre là, il y a 2 jours, j'ai une émission de radio genre qui est sortie. Et en fait, j'étais en mode, est-ce que je mets mon nom de famille ou est-ce que je mets mon pseudo Insta, tu vois. Mm. Genre, question tellement bête et Non, mais pourtant vas-y. genre hyper. Et ça, c'est vraiment des questions que je me pose en mode, est-ce que du coup mon identité, genre Internet devient vraiment l'identité dominante? Je pense que plus le temps passe et plus le personnage un peu que je crée entre guillemets sur Internet est de plus en plus proche. En tout cas, ça se dilue de plus en plus. Ouais. Je pense que c'est ça que j'aime bien, c'est que je pense que sur les réseaux, tu peux mentir sans trop culpabiliser. Donc en fait, ils ont envie de faire croire que genre j'habite à Dubaï et qu'en fait, je sais pas, je vends des formations sur Snap et que Bien sûr. en fait, Agence de ma location de cousine c'est voiture. Nabila, tu vois. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est un peu ça la meilleure, l'argument numéro un pour moi Mm. des réseaux, c'est vraiment de construire un persona. Il n'y a pas trop de limites sur Internet. Enfin, c'est pas né avec les réseaux, quoi, le truc d'artiste influenceur. En Mm. vrai, Andy Warhol, c'était le plus gros influenceur du monde. Genre, je veux dire, le fait de construire un personnage aussi via sa pratique, je pense que ça date d'avant Instagram, quoi. Genre les Sophie Mm. Calle, comment elle s'appelle cette go, même les photographes. Hein, je trouve que je pense que le concept d'influenceur, il date même d'avant Insta et tout. Hein. Ouais, et puis en vrai, même le truc du branding, en fait, je trouve que c'est aussi. Enfin, est-ce que le branding, c'est pas le même mot, enfin, c'est pas le même concept que juste d'une identité, tu vois, artistique que chacun a, comme les impressionnistes, ben, en fait, on les reconnaît parce qu'ils peignent comme ça, ou qu'en fait, tel artiste utilise tout le temps cette palette de couleurs, donc en fait, on le reconnaît. C'est pas un peu aussi du branding? Après, je capte le truc quand même de l'automythologie de Ouais. soi, genre de
des réseaux et tout. Ouais, en vrai, et puis il y en a qui l'ont très très bien fait. Mais je pense que la première, c'est Amalia Ullman. Genre, elle a fait un projet sur Insta et c'était en 2015, je crois, c'était vraiment très tôt. Mm. Ça a marqué un truc un peu, je trouve, dans l'histoire de l'art un peu digital et tout. C'est un peu une des premières. Et ouais, et elle a fait un projet comme ça où elle postait sur Insta pendant 3 mois. Et c'est un truc très mythologie de sa vie, bla bla. Et ça a grave, grave pris. C'est comme ça qu'elle a pété. Mais du coup, Ça, en je sais soi, pas. Je sais pas. On va voir quand je serai en position de avoir accès à une plus grande audience. Parce qu'en fait, tu sais que par exemple, quand je fais de l'art, les gens auxquels je m'adresse, c'est plutôt les artistes. Bon, moi, je fais ça, mais par contre, ma littérature, c'est pas le cas. Ma littérature, pour le coup, elle s'adresse vraiment à là d'où je viens, à qui j'étais, à un tas de trucs. Enfin bref, à une audience beaucoup plus large et d'une façon beaucoup plus populaire. Ça veut pas dire que mes phrases sont si simples, ça veut pas dire que. Enfin bon, j'ai quand même un rapport à la poétique, à la syntaxe et à la théorie qui est un peu serré et difficile d'accès. Enfin, je veux dire, en tout cas, ce que je qualifie de populaire n'est vraiment pas une littérature facile pour autant. Du coup, je sais pas. Parce que faut voir. J'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression que effectivement, ma manière d'être peut rendre mon travail mon travail plastique hyper accessible. Là où, sans ma présence en ligne, on se dirait, c'est quoi, elle fait quoi cette meuf, tu vois. Donc j'ai l'impression que il y a des gens qui s'en battent les couilles de l'art, s'intéressent parfois à mon art juste parce qu'il y a la médiatisation de les comment il réseaux est fait sociaux. que je fais en ligne, tu vois. Mais ça passe plus par, c'est plus depuis TikTok que depuis qu'avec Instagram. Parce qu'en fait, Instagram, c'est tellement une bulle de artiste Ouais. entre artistes, t'as pas le truc. Le fait que du contenu d'artiste ou du contenu d'art peut être partagé sur les réseaux étant un lieu fréquenté par tout le monde, là ça peut le rendre un peu plus, enfin ouais, je sais pas, un peu plus accessible. Mais au final, des installations avec des biographies qui sont écrites avec quasi que du vocabulaire ou du jargon du monde de l'art comme on le connaît bien, ça c'est pas forcément le rendre beaucoup plus accessible. Donc c'est toujours un entre-soi. C'est juste un entre-soi dans une piscine un peu plus large. Mais je sais pas, enfin franchement ça m'étonnerait, je sais pas, moi je pense à des gens dans ma vie que je connais qui sont des proches qui ont rien à voir avec le monde de l'art, mais qui sont sur Instagram et qui verraient mes publications écrites en mode monde de l'art avec des images un peu léchées, etc. Ils vont juste se dire oh, H est occupé à faire des choses. Je sais pas très bien ce que c'est, mais voilà, ça a l'air au moins H fait des choses. Moi je pense que enfin, ça le rend pas forcément beaucoup plus accessible. Après, tu vas me dire, c'est libre à tout le monde d'écrire, par exemple, sa biographie ou de faire du contenu qui est plus accessible, mais ça n'empêche que le monde de l'art qui s'exprime sur les réseaux ou qui s'exprime en chair et en os appartient à tout un groupe de codes, d'affects, de percepts, de façons de montrer. C'est un entre-soi aussi, beaucoup. Enfin, les grilles de lecture du monde de l'art ont été façonnées par des personnes du monde de l'art et sont faites pour répondre aux gens du monde de l'art. Honnêtement, je vois même pas pour le moment d'alternative possible. Je pense c'est un peu la question qui s'est posée quand tout le monde était un peu en mode on va quitter Twitter, on va aller sur je sais pas quoi et tout, ou sur c'était quoi le truc? Blue Sky, je sais plus. Les gens étaient un peu en mode en fait là vous allez juste laisser Twitter à genre tous les droitards et genre tous les et ça va devenir horrible genre juste venez on fuit pas et puis on essaie de je sais pas de gérer le truc. Moi honnêtement je vois pas d'alternative donc je pense que c'est quand même important d'y rester quand même, même si oui, on sait, c'est horrible, c'est tenu par des multi-milliardaires, sûrement en Asie. Oui, d'accord, mais bon, en même temps, c'est pas. Je pense qu'il y a aussi un truc de la culture justement, une espèce de guerre culturelle aussi sur les réseaux, sur Twitter, sur Insta, etc. Et que je pense que c'est important d'en faire partie et d'être présent et de pas juste laisser cette plateforme et du coup cette un peu de nouvelle culture à genre des gens de droite ou genre des fachos ou quoi, sachant que enfin, la culture c'est tellement de gauche en plus, enfin, je suis en mode ouais, je pense qu'il faut quand même rester un peu présent dans ces espaces-là, que ça continue à exister pour moi c'est important et genre partir c'est vraiment je comprends hein, le truc de genre quitter Twitter et tout c'est hyper malsain, c'est horrible mentalement et tout. Bah ouais mais bon la vie est horrible quoi. Et puis en vrai il y a aussi je trouve qu'il y a plein de comment dire de combats qui aussi dépendent des gens de gauche qui sont sur Internet. En vrai, tout ce qui est lié genre à la Palestine, etc., honnêtement, c'est des sujets qui seraient morts dans l'algorithme depuis très longtemps si on avait laissé Twitter, Insta, juste des fachos, des gens de droite. C'est aussi ça, je trouve, la guerre culturelle, c'est aussi
forcer l'algorithme à faire survivre certains sujets. Ouais, moi, je suis vraiment anti-fuite des réseaux. Mais ne serait-ce que pour se politiser, en fait. Enfin, genre, si t'es quelqu'un de neutre, tu vois, genre, tu peux être neutre à genre 14 ans, comme tu peux être neutre à genre 25 ans. Je connais des gens de 25 ans, ils sont pas du tout politisés, tu vois. Et je suis en mode, bah, en fait, si tu peux pas te politiser sur Internet, enfin, genre, c'est dur, tu vois. Bah, je sais pas ce que je disais, moi, ok, quitter Meta, mais du coup, quitter la vie, parce que rien de ce qu'on fait, enfin, tout ce qu'on fait nourrit les choses qu'on tente de détruire, quoi. Donc, moi, je sais pas quoi penser de ça. Moi, je suis pas en position, de toute façon, je suis pas en position financièrement de pouvoir quitter Meta. Donc, du coup, déjà, je suis baisée. Même si je voulais, je pourrais pas. Et en fait, je trouve ça bien que les gens qui produisent pas de contenu quittent Meta. Parce qu'en fait, je trouve ça bien de diminuer l'impact de ces trucs. Donc, en fait, je trouve ça bien si t'es en position de quitter Meta, que ça te coûte pas trop sur le plan financier, casse-toi, parce qu'en fait, vas-y. En fait, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que ne plus avoir d'abonnement Netflix ou Disney ou de trucs comme ça, c'est plus efficace en fait que quitter Meta. Enfin, tu sais, il y a plein de trucs qu'on peut faire. Tout le boycott, en gros, à mon avis, si tu boycottes tout ce qu'il faut boycotter, tu peux rester sur Meta. Enfin, tu sais, j'en sais rien, faut se doser, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il faut œuvrer politiquement là où tu peux œuvrer politiquement. Et après, il y a la question que moi, j'ai pas du tout résolue et qui est pas si fausse, qui est quitter Meta. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire laisser tous les réseaux sociaux à la droite, à l'extrême droite. Le scandale de BlackRock avec le Brexit et les premières élections de Trump, c'est quand même 2017. Genre, au bout d'un moment, il se passait la même chose, il y avait les mêmes faux comptes, la même désinformation, les fact-checkers de merde de Mark Zuckerberg, les façon, voilà, c'est quoi? Enfin, du coup, je trouve ça un peu bizarre. Ça a toujours été de la merde. Il aurait jamais fallu foutre son cul en 2008 sur Facebook, déjà. Ça n'allait pas parce que comment on décide qu'il y a 3 gars dans le monde qui possèdent ça. De l'information, c'est fou. Je voudrais lire des trucs pas trop débiles. En fait, après, moi, je suis un peu ma ligne. Genre, je me dis, ok, il y a 2-3 personnes qui... Enfin, tu sais, moi, mon truc, c'est de réfléchir à un certain type de sujet. Du coup, il y a des gens que j'écoute sur des autres types de sujets. Et tant que ces gens sont encore présents, je reste en me disant, ok, pour l'instant... on peut rester là, tu vois. Mais il y a un moment donné, ce sera peut-être une question de sécurité. Encore une fois, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Il y a un moment donné, peut-être on sera obligé de partir. Mais du coup, pour répondre à cette question, je vais le faire un peu de façon éparse, mais clairement, si la visibilité dépend de processus algorithmiques et passe par Instagram, en fait, qu'est-ce que ça fait? Moi, j'ai l'impression que ce que ça fait, c'est que c'est des... Enfin, pour parler de la pratique artistique, c'est que Instagram, de par ses rouages et ses algorithmes, a un effet de capture du sensible. Il y a un dispositif de capture qui s'opère et qu'en fait, peut-être que du coup, il y a une forme de... J'aime pas trop le mot éthique, mais une sorte de rapport à Instagram qui pourrait être intéressant à vraiment penser en profondeur et que d'ailleurs, je devrais faire parce que je le fais pas et un peu comme tout le monde, je crois que je me fais avoir et je mange des choses, mais en tout cas, d'être très au courant de quelle manière est-ce que ce que je donne à voir se fait capturer et en même temps de pouvoir pas être seulement dans de la critique mais aussi de pouvoir voir que Instagram avec toute la dopamine et la sérotonine qui nous fait dégager ces algorithmes là c'est une espèce d'agencement, enfin c'est un espèce de système relationnel qui peut agencer des désirs quoi. Et c'est beaucoup de choses qui peuvent être stimulantes et qui peuvent donner des envies et du coup toute la question de quitter Insta, rester sur Insta, fouiller des logiques algorithmiques et de la visibilité, du coup quand je parlais d'un espèce de rapport à ça qui serait intéressant de travailler, que je ne fais pas mais que je devrais, c'est d'essayer d'être présent sur ces milieux-là, un peu comme un geste de libération en fait, ou de trouver des moyens de hacker justement ces mécanismes-là de capture du sensible en essayant de desserrer ces structures ou en jouant avec toutes les cycles de hacker, de renarder, d'essayer de se faufiler dans certaines failles, tu vois. Instagram, ça a pris une place majeure dans la vie des artistes contemporains. Et quitter la plateforme, c'est pas si évident. Ok, ça c'est les artistes, mais qu'est-ce qu'il en est des institutions? À Bruxelles, à l'ERG, l'école de recherche graphique, il y a comme volonté de quitter Instagram. Je suis donc allé rencontrer celui qui est en charge de cette transition, Maxime Ackerman. Alors moi c'est Maxime, je suis officiellement assistant pédagogique ici à l'ERG. La fédération Wallonie-Bruxelles m'a appelé technopédagogue parce que je suis en charge. Samy m'a appelé attention numérique et moi j'ai rajouté conciergerie informatique. Ça c'est pour les grands titres un peu rigolo. Et en gros, l'ERG a fait un travail permanent de promotion des logiciels libres, à la fois pour les utilisateurs, utilisatrices, les étudiants, étudiantes, les profs, mais aussi pour l'infrastructure de l'ERG. Et a été entamé depuis les confinements un travail
d'utilisation des logiciels libres pour l'infrastructure de l'ERG, donc notamment que tout le monde ait un email basé sur un serveur libre, hébergé localement à Bruxelles, etc. Et on a étendu la chose les dernières années avec la campagne Bye Bye Google, parce que les profs et l'admin utilisaient les Google Workspace. Et donc ça, on a fait la transition, on a fait le déménagement vers les mêmes solutions libres déjà utilisées pour les élèves. Et du coup, on va peut-être attaquer le gros morceau de ça, c'est du coup Bye Bye Meta. Ouais. Peut-être je te laisse résumer Bye Bye Meta, ce que c'est, parce que tu le diras mieux que moi. Alors Bye Bye Meta, c'est avec une ambition folle et démesurée, je me suis dit en fait, on va dégafamiser l'école, faire en sorte que l'école n'utilise plus les GAFAM. Donc on a commencé par Bye Bye Google, parce que c'est le premier, parce qu'on utilisait les Google Workspace. Mais c'était un plan quinquennal, donc après c'était s'attaquer à Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Et alors Facebook, donc Facebook c'est Meta, F de GAFAM c'est Facebook, mais en vrai c'est Meta, et donc ça reprend aussi Instagram et la question des réseaux sociaux. Et je me suis un peu frotté, comme Samy était malade au début de l'année, c'est Samy qui gère le Instagram de l'école. J'en ai profité pour me coller et avec un petit challenge de faire un post par jour pendant 2 mois ou 3 mois, je sais plus combien j'ai fait, pour voir un peu, me rendre compte, parce que moi-même je suis pas utilisateur d'Instagram. Et donc juste j'ai fait ça, 2 mois d'utilisation, aussi un peu pour le fun de réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire poster, quand est-ce que tu postes, qu'est-ce que tu mets dedans. Et c'était maintenir une présence, c'est de comprendre, mais ça je pense j'ai pas compris quelle est la grammaire d'Instagram. Et c'était voir aussi qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça produit en moi de regarder les métriques, de regarder j'ai eu tant de likes, en fait ça a provoqué quelque chose en moi. Donc ça c'était hyper intéressant à voir. Intéressant aussi, j'ai mis une application de mesurer le temps que je passe sur l'ordiphone, sachant que l'ordiphone, moi, il sert que à ça. Je regardais combien d'heures je passais par jour sur Insta, avec un post par jour, sans les jours où je regardais pas Insta. J'étais déjà à une demi-heure juste à penser à mon post, le mettre en forme, le poster et tout ça. Donc ça c'était une première partie pour réfléchir à comment amener cette discussion à l'école. Et après j'avais commencé à en parler autour de moi, à des profs et des étudiants et étudiantes. Tout le monde disait oui, bon, pourquoi pas, faudrait faire une discussion. Mais en même temps. Et après, c'est vraiment le move de Zuckerberg début janvier qui a fait qu'on s'est réunis avec Laurence et Wendy. Et on s'est dit, là, faut marquer le coup. Moi, par rapport à ça, j'étais assez prêt dans ma réflexion pour dire, oui, on va faire... on peut faire, après Bye Bye Google, on peut faire Bye Bye Meta. Maintenant, Samy est revenu, et donc en fait, on a tranché le truc en se disant... Donc on a fait quelques posts Bye Bye Meta en disant on postera maintenant les nouvelles sur Mastodon. On a créé une instance Mastodon grâce aux camarades informaticiens et informaticiennes de Tactic qui nous fournissent nos services open source. Donc on a mis en place cette instance et fait quelques posts sur Instagram pour dire maintenant on va aller sur Mastodon. Il y a un peu des gens qui nous suivent sur Mastodon. Il n'y a pas de métriques comme le compte pro de Insta, donc c'est plus difficile à savoir qu'est-ce qui est vu, qu'est-ce qui est suivi ou pas. Et donc en fait on a fait un compromis qui est de dire on va juste mettre les posts Bye Bye Meta sur Instagram. De temps en temps quand il y a des grosses informations, on remet un post Bye Bye Meta sur Instagram. Genre là on en a mis 2 pour les jurys, pour dire il y a les jurys, quand même que ce soit un peu dans l'information. Et par contre, comme Samy est revenu et que lui il avait quand même envie de poster des trucs sur Insta, on a trouvé le compromis où on dit on poste des stories juste sur Insta. Comme ça c'est des trucs éphémères. Si les gens vont sur le compte Instagram de l'ERG, ils voient que le Bye Bye Meta. Voilà, c'est essayer de revaloriser en fait le site de l'ERG qui est un système d'actualité et le Mastodon qu'il s'agit d'alimenter. Pour l'année prochaine, il y aura un peu une réflexion sur comment faire la com de l'ERG, justement s'emparer du Mastodon pour plus publier des trucs. Une bonne base de départ, c'est de dire pourquoi en tant qu'artiste se poser la question de Instagram ou pas quoi. Ouais. Puisque après tout, ça reste une école d'art et donc le but ultime de la campagne Bye Bye Meta, c'est de dire est-ce que j'ai besoin de donner du travail gratuit à une multinationale, multimillionnaire, multimilliardaire californienne. D'extrême droite.
Je sais pas comment te faire cette question, mais ouais, toi, t'en penses quoi un peu de, en tant que, plus en tant qu'institution, mais en tant qu'artiste, le fait d'être sur Instagram comme obligation pour survivre dans ce monde, surtout en sortie d'école, quoi. Il faut rappeler que Meta, c'est, comme Google d'ailleurs, c'est avant tout une régie publicitaire. Je sais plus si c'est 85 ou 90% de leurs revenus sont des revenus publicitaires. Ok, ouais. Donc quand on poste un truc pour plaire à l'algorithme, ce qui se passe, c'est pas tant que on se rend visible, que on poste du contenu nouveau, que d'autres vont regarder parmi d'autres contenus, au milieu duquel il y a des pubs. Il y a un article de Curseur qui parle de l'emmerdification d'Internet, la shitification d'Internet. Il paraît que Facebook, c'est devenu impossible de trouver des informations tellement il y a de pubs. Donc moi, je pose vraiment la question de, en fait, est-ce que je veux travailler à ce modèle économique-là, qui par ailleurs, enfin, ça c'est dans un deuxième temps, mais qui par ailleurs me dicte mes conditions de travail. Ouais. Parce que l'algorithme préfère ci ou ça, du coup je vais faire des trucs qui ressemblent plus à ci ou ça, du coup est-ce que je suis vraiment maître de ce que je présente? L'algorithme change, je change mes tactiques. Meta change ses conditions d'utilisation. Meta décide de ne plus suivre la modération parce que ça leur coûte trop cher. Ouais. Est-ce que j'ai envie que mes œuvres d'art soient à côté de la propagande de l'État islamique? Bof. Et puis là en plus récemment ils nourrissent avec des IA. Ouais. Les IA de Meta est nourrie par les publications. Ils ont fait circuler un truc que tu pouvais signer pour dire que tu voulais pas. Ouais. Je sais pas à quel point personne ça l'est ne ou l'a pas. fait, voilà. Mais donc, ouais. Mon travail était déjà volé, maintenant c'est volé légalement. Voilà. Oui, par ailleurs, petite parenthèse, Adobe enregistre tout ce qu'on sauvegarde et même comment on utilise le logiciel, tous les clics et tout, dans le but d'entraîner ces IA pour faire des IA de création. Donc, en fait, les gens qui utilisent la suite Adobe en tant que graphiste se tirent une balle dans le pied pour être remplacés par des machines qui feront le travail de base, tout le travail de base, qui est le travail qui souvent te fait manger, sera remplacé par des machines. Ouais, enfin bref, ça c'est l'automatisation du monde. Donc moi, la question que j'ai envie de poser, c'est pour qui tu travailles ? Pour qui tu travailles. En fait, il faut savoir que quand tu postes des trucs sur Instagram, tu fais gagner de l'argent à Mark Zuckerberg. Est-ce que tu es OK avec ça ou pas? Est-ce que politiquement ça t'intéresse ou pas? Quand tu publies sur Instagram, tu publies sur une chaîne mainstream. C'est comme si tu publiais, c'est comme si avant tu passais à la télé. Ouais. C'est cool, t'es vu. Mais est-ce que tu as envie de participer de ce monde-là ou est-ce que tu as envie de penser un monde fait de multiples marginalités et de pluralité? Je veux dire, la Silicon Valley est en train d'arrêter son tournant libéral, progressiste, de vouloir promouvoir tous les profils de questions de genre, de sexe, de race, etc. On va se retrouver de plus en plus avec des mecs blancs cis éduqués. Est-ce qu'on a envie de promouvoir ça ou pas? Et ça pose une autre question, c'est que tout l'investissement que tu fais sur Instagram aujourd'hui, il ne faudra pas le dédoubler dans 5 ou 10 ans sur TikTok ou sur le futur TikTok. Donc ça pose la question de la pérennité de ton travail. Pareil, tu vas réapprendre l'algorithme. L'algorithme change, tu dois réapprendre. Donc moi, à cet endroit-là, je promeus vraiment le fait tu travailles avec un outil, que tu as décidé à un moment, tu as pris le temps de chercher l'outil, etc. Tu travailles avec un outil que tu connais bien. Tu peux pas tout faire, mais tu fais ce que tu peux faire avec cet outil et tu proposes ça. Parce que, bon, pour un peu finir, mais parce que j'ai l'impression que ce qui fait le plus rester les gens sur Instagram, sur ce côté-là, enfin, si on parle vraiment côté artiste, c'est il y a un peu la promesse, bon, qui est un peu un syndrome du survivant, hein, mais promesse de choper des contrats là-bas, choper de la fame un peu sur des trucs pour avoir plus de poids, pour aller voir des institutions. C'est pas que c'est une fin en soi, Instagram, mais en tout cas c'est l'outil le plus simple et pour nous déjà parce qu'on sait bien l'utiliser cette génération-là et parce qu'il y a beaucoup de monde dessus, c'est l'outil le plus simple pour pouvoir accéder, en tout cas quand on n'a pas de thunes, à des institutions pour bosser et vivre de son art. Et je pense que la plupart des gens voient ça comme la seule solution pour
à vivre de son art, c'est de passer par poster des trucs sur Instagram ou alors d'avoir de la chance, mais c'est autre chose, quoi. Moi, ma démarche en tant que travailleur du milieu culturel et de temps en temps artiste, c'est en fait je vais voir des gens, je vais discuter avec des gens, j'ai pas du tout une vie sur les internets. Donc ça c'est des choix que tu fais de où est-ce que tu investis ton temps. La première problématique c'est temps investi sur les réseaux sociaux égale peut-être temps pas investi à travailler en profondeur sur une œuvre, sur un développement de compétences, c'est etc. un peu antinomique, tu peux pas... Les journées n'ont que 24 heures. Ouais, voilà, il faut poster tellement pour être mis en avant par l'algo que... Voilà. Et donc arrive la deuxième problématique. Certes, ça prend du temps d'aller voir les gens individuellement et les grandes institutions et ça demande un certain courage et certaines capacités. Ça, je reconnais qu'on n'est pas tous pourvus de la même manière dans le capital social, etc. Donc je remets pas en question forcément le fait de ne pas faire comme moi je fais, mais certes ça prend du temps et du coup tu vas peut-être plus... tu vas peut-être pouvoir toucher que 1 ou 2 ou 3 institutions parce qu'il faut se déplacer, il faut aller voir les gens, il faut communiquer, etc. Ou il faut aller à des vernissages, rencontrer les gens. Là où avec Instagram tu peux en toucher, je sais pas, des dizaines à la fois. Mais en fait, il n'y a pas que toi. Vous êtes des dizaines à pouvoir toucher des dizaines d'institutions en même temps. Et donc c'est l'effet de masse, quoi. Donc oui, tu fais des économies d'échelle parce que tu peux toucher plus de monde d'un coup, mais tout le monde peut toucher plus de monde d'un coup. Donc du coup, au final, je sais pas si tu touches plus de monde que ça. C'est des choix, c'est où est-ce que tu investis ton temps. Il y a cette question de, effectivement, se penser soi comme une marchandise ou pas, quoi. De là découle le reste. La question de Insta ou pas Insta, c'est d'essayer de réfléchir, et là il n'y a pas de mauvaise ou de bonne ou de mauvaise réponse. C'est de réfléchir comment je veux me présenter au monde. Est-ce que je veux construire ma communauté ou mon tissu de relations, ou est-ce que je veux être une marchandise de plus sur l'étagère, quoi. À l'issue de tout ça, il apparaît clairement qu'Instagram ne constitue pas un simple décor ou un simple canal de diffusion neutre pour l'art contemporain, mais bien un dispositif actif qui reconfigure les conditions mêmes de production, de visibilité et de légitimation artistique. En tant qu'environnement socio-technique et économique, la plateforme agit comme un opérateur esthétique, au sens fort. Elle filtre, hiérarchise et prescrit des formats, des temporalités et des modes d'être artiste, tout en inscrivant ces transformations dans la logique d'un capitalisme de plateforme, dont l'objectif central reste la capture et la monétisation de l'attention. Instagram ouvre des possibilités inédites d'accès à la visibilité, permettant à des artistes de contourner partiellement les réseaux institutionnels traditionnels et de nouer des liens directs avec des publics élargis. Mais la plateforme impose un régime de performance continue, ce qu'on a appelé le vernissage constant, qui force une diffusion constante de l'identité artistique d'une personne en tant que marque unique et reconnaissable, et transforme la présence en ligne en capital symbolique mesurable. L'algorithme agit tel un mécène algorithmique, récompensant les formes compatibles avec son régime attentionnel et marginalisant celles qui y dérobent. On peut aussi retenir l'émergence d'une boucle auto-validante où visibilité, valeur et production se confondent. Ce circuit tend vers une homogénéisation esthétique globale, où les particularismes culturels et les temporalités lentes peinent à trouver leur place, à part en se reconfigurant selon les standards visuels dominants. L'artiste, tout en devenant porteur de valeurs critiques, se voit contraint de composer avec un dispositif dont la finalité est éloignée d'un idéal d'autonomie esthétique et politique. On retient aussi la tension éthique qui demeure. Créer et exister dans un espace structuré par une entreprise privée aux orientations politiques conservatrices engage nécessairement les artistes dans une position paradoxale, celle de devoir mobiliser un outil essentiel à la reconnaissance tout en participant malgré eux à un système économique et idéologique qu'ils peuvent par ailleurs dénoncer. Et ce paradoxe, il n'est pas anecdotique. Il constitue aujourd'hui une dimension structurante du travail artistique à l'ère du capitalisme de plateforme. Penser Instagram dans le champ de l'art contemporain, c'est reconnaître que l'enjeu n'est pas seulement de savoir comment l'art s'adapte au numérique, mais comment le numérique, ici sous la forme d'une infrastructure capitaliste algorithmique, participe activement à redéfinir ce que signifie être artiste, créer, être vu et reconnu. J'ai fini la tasse, j'attends que ça passe. J'ai pris dans le cœur, faudra qu'on s'y fasse. Quand tu me regardes, je sais que ça me glace. J'ai plus le temps de faire semblant. Viens, je m'accroche à ton corps, on fait les morts. Je veux sentir le vent et le coup de mes 20 ans. Tu me fais exister.